Oui. Bon, ce soir, la veillée est consacrée bien sûr à la photographie. Vous avez compris que cette veillée est en partenariat avec Imagine Banyuls, le premier festival de photographie de Banyuls. Vous savez, j'espère, je pense, qu'il y a dans la ville 16 expositions à voir dans les lieux extérieurs ou à l'intérieur, des photographies qui viennent de photographes professionnels ou amateurs. Donc ce soir, on est très heureux, nous, les veillées de Banyuls, de nous associer à l'association Banyuls Images, comme nous faisons parfois, puisque nous essayons de faire un maximum de maillage avec les autres associations de la ville. La sculpture, la peinture, on a fait des choses avec les échecs, on a fait des choses avec chaque fois qu'on peut, on essaie de marier les arts, les expressions. Voilà, j'en rencontrerai pas plus, je crois que Pascal a un mot à nous dire. Et puis, nous allons laisser la place à nos amis musiciens et on attaquera les lectures. Bien sûr, ces lectures sont consacrées à la photographie, vous avez compris. Photographie, rien de technique, on puise dans la littérature, évidemment, avec deux auteurs phares. L'un, c'est Jérôme Ferrari, qui a écrit À son image, une histoire d'une jeune fille en Corse qui est photographe, et des textes de Guibert. Guibert était critique photographique et il a écrit pas mal de choses, c'est des textes courts. Vous allez voir, j'espère que vous allez apprécier. Pascal, c'est à toi. Alors bonsoir tout le monde, juste un petit mot à propos du festival. Vous remarquerez demain qu'il manque une exposition dans l'église de la Rectorie. Il nous a été demandé de retirer une exposition suite à une plainte qui a été faite auprès de monsieur l'évêque de Perpignan, qui a donc retransmis au maire de Banyuls. Donc nous respectons le fait d'enlever cette exposition. Il s'agissait d'une exposition sur la maternité, la naissance et la famille. Donc comme chacun sait, les enfants naissent tout habillés. Donc évidemment, les enfants étaient habillés, vous le comprenez bien. Donc la nudité a choqué. Donc nous sommes un petit peu surpris, un peu désolés de cette demande. Nous aurions aimé que la personne qui a été choquée, on peut la comprendre, mais qu'elle vienne nous parler. Les photographes sont très ouverts et sont disponibles. Donc elle n'hésite pas, le photographe est toujours dans la rectorie de 10h à 19h. Il est prêt à l'écouter, à l'entendre et à comprendre. Voilà, donc désolé, il vous manquera une expo demain. Quand il offrit à Antonia pour son 14e anniversaire le premier appareil photo qu'elle eût jamais tenu entre ses mains, il était encore au séminaire. Elle se jeta à son cou dans un élan de joie enfantine, car c'était alors lui et lui seul qui réjouissait sa jeunesse. Depuis quelques mois, elle s'était prise de passion pour les photos de famille, qu'elle passait de longs moments à examiner, une à une, après les avoir étalées sur la table de la salle à manger. Quoiqu'elles fussent conservées dans le désordre le plus total, à l'intérieur d'un vieux cartable en cuir, Antonia les manipulait avec un soin extrême, comme de fragiles et précieuses icônes. Ces photos ne représentaient rien, aucun intérêt particulier. On trouvait les mêmes dans toutes les familles, qui racontaient toute la même histoire, mettant en scène les mêmes personnages, les nouveau-nés en robe de baptême, les premières communiantes, les jeunes mariés.
Le parrain d'Antonia crut d'abord qu'elle s'intéressait à ses origines et lui offrit de la guider sur les chemins enchevêtrés de la généalogie. Les efforts considérables et parfois vains qu'il fournit pour identifier des inconnus et déterminer leur degré de parenté ne suscitèrent chez Antonia qu'un intérêt poli. L'énigme qui la captivait n'était pas là. Peu lui importait d'appartenir ou pas à la famille de ceux qui avaient laissé leurs traces sur le papier glacé. L'énigme consistait en l'existence de la trace elle-même. La lumière, réfléchie par des corps désormais vieillis ou depuis longtemps tombés en poussière, avait été captée et conservée au cours d'un processus dont l'aspect miraculeux ne pouvait être épuisé par de simples explications techniques. Antonia regardait un portrait de sa mère à 10 ans, debout, à l'ombre du laurier planté devant la maison, à côté d'une minuscule aïeule où elle reconnaissait son parrain au même âge, parmi d'autres élèves réunis sous le préau de l'école du village pour une photo de classe. Et la maison, le préau, le laurier même, paraissaient n'avoir pas changé. Mais l'aïeule était morte. Sa mère et son parrain n'étaient plus des enfants depuis longtemps, et leur enfance disparue avait pourtant déposé sur la pellicule une trace de sa réalité aussi tangible et immédiate que l'empreinte d'un pas dans un sol d'argile. Dans les semaines qui suivirent son anniversaire, Antonia, loin de se lasser de son nouveau jouet, se mit à tenir les membres de sa famille et les visiteurs imprudents sous la menace constante de son objectif. Il fallut évoquer la confiscation définitive de l'appareil pour qu'elle se résignât à photographier les bêtes, les fleurs, les paysages et les bâtiments, toutes choses qui s'offraient à son avidité avec une indifférence docile. Antonia se désespérait. Elle ne s'intéressait ni aux bêtes ni aux fleurs, mais seulement aux humains. Et elle ratait de surcroît toutes ses photos. Elle avait beau noter scrupuleusement dans un cahier les valeurs d'ouverture et les vitesses d'obturation, elle ne produisait que des images floues, trop sombres ou atrocement surexposées. Chaque fois qu'elle récupérait ses tirages, elle était prise de découragement. Elle ne progressait pas. Elle finit pourtant par contrôler ses expositions et faire le point correctement. Mais même ainsi, elle n'était pas satisfaite. Il fallait reconnaître que la plupart des instants ne méritaient guère d'être miraculeusement arrachés à leur caducité.